Ces rebelles se donnent rendez-vous dans les tribunes du Parc des Princes. L'anonymat de la foule, le sentiment de la force du groupe, leur permet d'exprimer sans retenue les haines inavouables ailleurs. Des violences récentes ont relancé le débat sur la sécurité dans les stades. Ce reportage réalisé en 92 par Patrick Boité n'a rien perdu de son actualité. Brest, 28 mai 88. Après l'annulation d'un concert, des skins passent à tabac 3 Antillais et 2 Indonésiens avant d'attaquer le commissariat de police. Lille, 1er octobre 88. Un skin de 19 ans surnommé Neurone tue d'un coup de pied en pleine tête un clochard endormi sur un banc public. Paris, 14 novembre 88. Inscription nazie sur les vitrines de commerçants juifs dans le quartier du Sentier, au cœur de la capitale. Cagnes-sur-Mer, 19 décembre 88. Attentat à la voiture piégée devant un foyer d'immigrés. L'explosion fait 1 mort et une douzaine de blessés. Metz, 7 octobre 89. Une bande de sous-officiers français et de skinheads allemands décide de casser du punk ensemble. Ils font 3 blessés graves. Les cogneurs de Metz, comme les assassins de Cagnes-sur-Mer, ont comme point commun la fréquentation du PNFE, un parti d'extrême droite. Roanne, 10 mars 90. Magid, 17 ans, français d'origine marocaine, est écrasé volontairement sur un parking devant sa cité, au retour d'un match de basket. 11 mai 90, Carpentras, profanation du cimetière juif. Tombe brisée, sépulture violée, cadavres sortis des tombes. 11 avril 91, Brétigny-sur-Orge, inscription nazie sur plusieurs dizaines de tombes. Chaque année, la France connaît des dizaines d'actions à caractère raciste ou antisémite. La montée de ce phénomène est régulière depuis 1987. Les dernières statistiques du ministère de l'Intérieur pour l'année 91 recensent 91 actions violentes, attentats à l'explosif, agressions et déprédations. 501 menaces, inscriptions, tracts ou injures. Mais il y a eu dans les commissariats 7142 plaintes pour atteinte à la dignité ou à la personnalité. En moyenne, une vingtaine par jour. Voilà comment ils ont voulu être présentés. Ils ont choisi le cadre, sorti le grand uniforme pour la caméra et amené leur pitbull. Des chiens à leur image, comme ils disent. Sale gueule, teigneux, mais forts et courageux. Ce sont les JNR, les jeunesses nationalistes révolutionnaires. De vrais durs qui ont tous fait de la prison pour violence raciale ou politique. Un groupuscule de l'extrême droite française. Ils sont une vingtaine à Paris. Serge, 27 ans, est le chef de la bande. Bienvenue chez moi. 10 ans de militantisme et un surnom, Batskin, pour son usage immodéré de la batte de baseball. Il sera notre guide et notre surveillant. Attention, l'individu est brillant, cultivé. Il lit Mishima, Yourcenar, Apollinaire, mais aussi Goebbels et Clausewitz. Il connaît la propagande et l'art de la guerre. Tout lui est bon pour faire avancer ses idées. Nous sommes une publicité vivante. Notre coupe de cheveux, nos tatouages, notre look démontrent continuellement que l'on peut vivre avec nos idées sans problème, ou en tout cas en les défendant. On œuvre à la construction du mouvement, à la construction de la France et de l'Europe nouvelle, normalement. Mais c'est vrai qu'on cherche surtout une vie différente, une vie hors de celle des autres, hors du commun. On a des ennemis, on a une vie, on existe en tant que tel. On existe en tant que nationaliste révolutionnaire, on a un but qui est de renverser un gouvernement, d'instaurer une ère nouvelle, de faire le bonheur de l'humanité. C'est autre chose que d'essayer d'avoir un plan de carrière, d'être chef de service dans 5 ans et d'avoir un plan retraite
pendant 10 ans, ça c'est l'horreur. Ça rappelle le culte du surhomme. Pourquoi pas? Moi je préfère voir le culte du surhomme que le culte du médiocre. Moi je pense que le but de l'homme dans la vie c'est de se transcender. Pas de rester dans la médiocrité. C'est tout. Alors à partir de là, vous pouvez appeler ça le culte du surhomme. Moi je préfère essayer d'être quelque chose de mieux que rester dans ma merde. Devenir quelqu'un de différent, sortir de l'anonymat, un leitmotiv chez les JNR qui ont beaucoup insisté pour que l'on tourne cette séquence avec bien sûr les plus costauds de la bande. Ils ont le culte de la force et du corps. Ils veulent être craints, à défaut d'être respectés. Un corps sain dans un esprit sain, c'est simple. On est en harmonie avec nous-mêmes. On prône une société forte, on veut avec nous-mêmes une forteresse. C'est simple. C'est aussi bien esthétique que musculaire, qu'à tout point. Après les chiens et les muscles, image obligée de l'extrême droite, nous allons enfin pouvoir interviewer les JNR. Pour ce premier rendez-vous, Serge est inquiet. Je lui pose une question, tu attaques. Non, tu réponds, par contre. Il est incapable, c'est pas parler. Devant la caméra, les JNR tiennent un discours propre, adapté. Une stratégie de dissimulation pour éviter l'étiquette d'ignoble ordure nazie. Il y a là Bernard, 29 ans, fonctionnaire. Stéphane, 27 ans, agent de nettoyage. Et Didier, 28 ans, maquettiste. Tout jeune, j'ai été sensible aux idées qui s'attachent à la défense de notre sang et notre sol. C'est-à-dire étant mêlé depuis très tôt, je dirais, à toutes sortes de hordes d'halogènes, j'ai compris rapidement que ma place, elle était parmi les gens qui étaient de mon identité. Voilà un exemple de communication à l'égard des médias, à la demande de Serge. Un peu poussé, Bernard s'exprime beaucoup plus directement. Déjà môme, j'étais en internat, j'étais placé de façon très minoritaire en tant que blanc parmi des hordes de nègres, et j'ai tout de suite compris que ma place n'était pas avec eux. Ensuite, j'ai vécu assez longtemps dans différentes cités. J'ai vécu à Sarcelles, j'ai vécu à Levallois, j'ai vécu à Clichy, j'ai vécu à Saint-Denis. Et la vie n'est pas possible avec ces gens-là. Entre eux et nous, il n'y a pas d'accord possible. Il y a quand même un problème de différence de culture. Nous avons une culture européenne, nous avons une culture propre, et nous sommes en opposition avec d'autres gens qui ont des cultures complètement différentes des nôtres, et une façon de penser, une sensibilité différente. Donc ça peut être plus ou moins conflictuel. Nationalistes, les JNR accusent l'accusation de racisme. On est dans une société complètement manichéenne, où on crée d'un côté, on définit le racisme, d'un autre côté l'antiracisme, où on va pousser des gens qui vivent des conditions difficiles des Français de souche, par exemple dans des cités, et dire d'une certaine façon, si vous ne comprenez pas, si vous ne supportez pas d'autres cultures, vous êtes des racistes. Est-ce que c'est être raciste de penser qu'il est normal qu'au Japon il y ait des Japonais ou qu'au Mali il y ait des Maliens? Moi je suis pour le développement d'un grand Mali, comme il le disait, comme d'une grande Afrique. Je veux une grande Afrique noire parce que je veux une grande Europe blanche. On interdit le métissage? Bah, le métissage, c'est une erreur, à mon avis, génétique. Nous y voilà. Tout ce discours soigné pour évoquer enfin la nécessaire pureté de la race. Et ces idées, les JNR les imposeront de force, si nécessaire. Dans la même éthique, sans culotte, il est allé jusqu'au bout. On continue nous aussi. Et si il n'y avait pas eu de violence, les choses n'auraient pas avancé. On sait que c'est un moyen d'expression, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. La vie elle est simple, soit on est des brebis, soit on est des loups. Donc la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Donc à l'agression doit y avoir une réponse efficace. Et la douleur, ça ne t'arrête jamais? Et la peur, ça ne t'arrête jamais? D'abord, quand on est dedans, on n'a plus le temps d'avoir peur, parce qu'il faut se battre pour gagner, parce que si on ne gagne pas, on se fait tuer. Donc déjà, la peur, elle s'en va. Et la douleur, si vous battez, il y a de l'adrénaline, on ne sent pas la douleur. Moi, j'ai jamais senti un coup. Sur le moment. Après, si. Mais sur le moment, je sens rien. C'est des coups de sourd, ça fait bam, mais tu sens pas. Tu t'en aperçois quand tu saignes, c'est tout. Et tu ne t'es jamais fait casser la figure? J'ai pris ici, quand tu te prends des coups de barre de fer et des coups de cric, bien sûr, tu as la gueule ouverte. Mais il faut voir la gueule du mec en face. C'est ça qui compte, c'est le résultat. On est seul, on est contre toutes ces hordes, et on a raison.
Cette détermination sans faille. Le côté romantique du seul contre tous. La publicité faite au skin par les médias exerce une fascination sur des êtres en quête d'identité. À côté de Serge, Thierry a 27 ans, chef d'entreprise, 14 salariés. Le soir, il troque son costume cravate pour un bombers et rejoindre la bande. J'ai vu Serge à la télé et je sais pas, il a fait quelque chose, quoi. Il a apporté quelque chose que les autres n'apportaient pas. J'avais entendu d'autres choses, mais ça, c'était différent. On sentait que c'était vrai, je crois que la forme est là. On sentait que c'était vrai et qu'il le pensait. Qu'il était prêt justement à se battre pour ses idées, pas seulement en parole. Il le prouvait. Ça, c'est important. Ouais. Je sais pas, j'ai toujours une admiration. J'aime bien les gens qui vont jusqu'au bout des choses. Dire que dans la vie, on va dire, de travail, il faut toujours se battre pour manger l'autre. Puisque là, c'est un groupe, et peu importe la raison sociale, que ça soit un ouvrier, que ce soit... Peu importe qui est avec nous, à partir du moment où il est dans le groupe, il est dans le groupe. Et il n'y a pas de différence. Quand on porte un groupe qui se bat aussi. Qui se bat pour défendre ses idées. Pour défendre mes idées, je suis capable de me battre, oui. Parce que je pense qu'elles sont justes. On est anticommuniste, enfin, s'il reste de ces animaux-là. On est un petit peu pour quelque chose de droit. On est, comment vous expliquer, un petit peu tout ce qui se rapproche à notre religion, à notre culture, à notre passé. On a 2000 ans d'histoire. Ça, c'est important, faut pas l'oublier. Quelle véracité, quelle sincérité accordée à cette interview. Difficile à dire. Voilà ce que nous avons pu enregistrer quand ils nous ont quittés. D'autres rejoignent les JNR avant tout pour l'amour de la castagne, attachés au basque de Batskin. C'est le cas de Régis, Matskin, le skin fou. Il a fait 4 ans de prison pour violence, ça n'a pas calmé sa haine du système et de la société. J'ai toujours eu la haine, dès mon plus jeune âge, dès mes 3 ans. J'avais la haine parce que mon petit copain avait une plus belle voiture que moi, plus tard parce que mon pote avait une plus belle... le mec dans la rue avait une plus belle meuf que moi, je sais pas, moi j'ai toujours eu la haine, C'est comme ça, c'est génétique, j'en sais rien. Toi, tu viens de quel milieu? Ouvrier. J'ai été élevé par mes grands-parents. Mon grand-père était électricien à l'EDF. Après sa retraite, étant donné que ma mère ne pouvait pas subvenir à ma vie, à m'éduquer, parce qu'elle avait des problèmes, elle m'a eu très jeune. Mes grands-parents sont occupés de moi, mon grand-père a travaillé après sa retraite. Et j'ai toujours vécu avec mes grands-parents, j'ai eu une très bonne éducation. Qu'est-ce qu'ils avaient comme idée politique? Ils étaient de gauche. Mon grand-père était socialiste. Et comment expliques-tu le fait que tu aies eu cette éducation, que tu aies basculé vers une idéologie complètement différente? Parce que la gauche c'est quoi? La gauche c'est le métissage, la gauche c'est l'immigration, la gauche c'est tout sauf ce que je pense. Tout sauf ce que je veux pour moi, pour mon fils. Ça n'a rien à voir. Je me suis lancé dans ce mouvement parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qui te gêne dans le métissage ou l'immigration? Ceux qui prônent l'antiracisme, ils prônent une nouvelle race, c'est-à-dire le métissage. Moi, je suis contre ça. Qu'on nous laisse nous exprimer ce qu'on veut dire. Si on a envie de dire ça, on le dit. Quand on voit qu'on nous prend la tête avec le métissage et patati et patata, que c'est bien, que c'est l'avenir. Non, c'est pas l'avenir. Le métissage, c'est l'horreur. Un chien qui se métisse avec un autre, ça s'appelle un bâtard. Moi, je veux pas d'une race bâtarde, c'est tout. Je veux un avenir blanc pour mon pays, pour mon continent. Faut arrêter le massacre. Faut arrêter le massacre. Le massacre de quoi? Le massacre de la culture française, le massacre de la religion, le massacre de tout ce qui fait nos valeurs, tout ce qui fait notre identité. Tant qu'on prônera le métissage et tout le reste, qu'on essaiera de nous imposer d'autres religions chez nous, ou quoi que ce soit, ce sera la guerre, toujours. Tous les 15 jours, les skins et tout ce que l'extrême droite de la région parisienne compte de virulent dans ses rangs convergent vers le Parc des Princes. La tribune de Boulogne est leur repère. Pour 2 à 3 000 personnes, il s'agit de supporter le PSG, mais aussi et surtout de faire masse pour une fois, hors de la morale commune. La tribune est un lieu à part où l'on peut affirmer ses idées en toute impunité. Devant un tel potentiel à convertir, les JNR sont là, à l'affût.
Ici, il y a un rebelle, là-bas, il y a un skinhead, là-bas, un hooligan, on a tous les mêmes idées. Donc c'est normal qu'on se retrouve dans cette tribune. Cette tribune est importante parce que c'est pour ça qu'on combat pour elle, c'est un espace de liberté. Ici, l'homme se retrouve dans un espace communautaire. Stéphane, paumé et solitaire dans Paris, a été recruté au parc. La bande et sa nouvelle famille. Je ne les connaissais pas au départ et à force de les voir, j'ai sympathisé avec eux. Ils étaient tous forts, athlétiques. Et puis bon, j'ai les suivis dans leur mouvement. Dans la vie communautaire, regardez-moi ça. Leur patron leur écrase la gueule. Les flics leur écrasent la gueule. Ils ne peuvent même pas griller un feu rouge sans avoir perdre tous leurs droits. Ben ici, ils sont des hommes. Ils peuvent hurler et se défouler. C'est déjà ça. Moi, j'en ai pas besoin, mais eux, pour beaucoup de gens, c'est ça. Ici, ils redeviennent des hommes. C'est la première chose. Dans la rue, le mec, il peut pas tout seul, il est tout seul dans la rue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas hurler, il va pas s'exprimer. Ici, il a les moyens, parce qu'ici, il y a la masse. Ici, il peut s'exprimer, il y a la communauté, il y a l'espace, il y a la communauté, il y a le bloc. Dans un tel contexte, la présence des CRS, gardiens de l'ordre d'une société haïe, est considérée comme une insulte. Tout est prétexte à incident. La bagarre, elle est simple. Elle a lieu essentiellement au CRS. Ils nous jouent de la provocation. D'ailleurs, vous avez qu'à voir, ils ont mis exprès un CRS noir à côté de nous pour que ça tape. Mettre un CRS noir à côté de vous, c'est vous provoquer. Pour eux, oui, c'est ce qu'ils jouent. Ils jouent là-dessus. Ils nous prennent pour comme tous les gens, les squelettes, pour des racistes primaires. Donc on met un noir, ça va taper. Mais la preuve que non, que nous ne sommes pas des racistes primaires. Pourtant, dès que la caméra a été coupée, un JNR a frappé violemment ce spectateur noir qui avait le malheur d'être là. L'intervention des CRS pour évacuer les auteurs d'une bagarre va mettre le feu aux poudres. Il est dans le coma, il est dans le coma. Le connard, là. Vous m'avez tapé à 5 ans, c'est vous enculez, moi. Vous êtes en juivé, là. Putain. C'est tout ce que vous êtes, vous êtes un nazi, moi. Voilà, c'est envie parce qu'on le veut bien. Vous faites pas la loi au parc. Ici, c'est français, c'est pas socialiste, c'est pas le gouvernement qui règne ici. Pour Serge, un tel incident est négligeable. Cela fait 10 ans qu'on le retrouve dans les plus mémorables bastons du Parc des Princes. On l'a rarement filmé, sauf lors d'un match France-Angleterre en 1984, quand il a attaqué avec d'autres skins les supporters anglais. Le voici à l'époque. Nous avons voulu savoir ce qui le pousse depuis 10 ans à vivre ça. Comme la majorité des membres de sa bande, il vient de la banlieue parisienne. C'est ici à Bagnolet qu'il a passé toute son adolescence. À l'époque, les immigrés ne lui posaient pas de problème. Son ex-voisine algérienne en témoigne. Fallait. Bah, mes pérégrinations, comme d'habitude. Ah bon? Ouais. Vous avez dit? Voilà, ça. Vous voulez que je vous parle de Serge? Non, c'est bon, il y a 15 ans? Tout à fait. Comment il était il y a 15 ans? Ben, en fait, il était très sage il y a 15 ans. Il était très sage, assez sérieux à l'école, assez timide, toujours assez réservé. C'était un gamin de la résidence comme tant d'autres, quoi. Jamais il y a eu un problème avec Serge au niveau racial ou jamais. Ici, jamais. Donc, voilà. Ces ratonnades, Serge les a menés hors de sa cité. Affable devant la caméra, il ne croit pourtant qu'au pouvoir de ses poings. Quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas de problème. Et puis, c'est comme elle l'a dit, c'est avec l'affirmation de mes idéaux qu'il y a eu des problèmes. C'est tout. Parce que quand j'ai commencé à me rendre compte que c'était pas l'immigré en tant que soi qui a un problème, mais le système qui l'engendre, qui amène les immigrés, là, je commençais à réagir. Et bien sûr, eux n'ont pas compris. Eux ont cru que c'était contre eux, donc je me suis battu avec eux. Je ne vais pas fermer ma gueule en train de leur expliquer. Si tu t'expliques, c'est une fissure dans ta confiance. Un homme qui s'explique, c'est un homme qui s'excuse. Bon, bah, t'as pas t'expliquer, tu te bats. C'est pour ça que je me suis battu beaucoup avec eux. Il n'y a aucune place pour le discours?
Si, bien sûr, là, j'ai discours. Là. On peut persuader quelqu'un avec des mots? Bien sûr, quoique c'est beaucoup plus difficile, c'est amusant, parce que quelqu'un qui est convaincu, on ne le changera pas. Il se butera, on confortera dans ses idées, c'est tout. Et en le tapant, on le change? Absolument pas, mais on affirme sa force. Serge est devenu skin pour la première fois au lycée Saint-Sulpice. C'était en 81, après un voyage en Angleterre. Gérard, l'agent de service, en garde un bon souvenir. Et toi, je suis rasé, moi, je suis un skin. Et ils étaient skin? Ils étaient skin. Méchants? Non, pas du tout. Sinon, j'aurais jamais parlé. Mais il y en a, ils ont besoin de prendre une étoile hein, pour se diriger. Alors, ils sont skins parce que il y a des skins dans l'école, d'autres ils sont royalistes. Pendant un moment, à l'école, on nous reprochait c'était royaliste. Pendant un moment, on n'entendait que ça. Tous les élèves, moi j'avais récupéré des fleurs de lys, comme ça, je sais pas, dans une boîte au vestiaire de la paroisse. Alors, j'en avais mis une, mais en décoration, hein, je l'avais foutu comme ça, je la trouvais jolie. Ah, tout de suite, oh Gérard, t'es royaliste, moi je suis royaliste, t'en as. Bah, tiens, si tu la veux, je te la donne, moi. Ah, le lendemain, il y avait plein de royalistes à l'école, mais des gamins, quoi. Jusqu'à 17, 18 ans, après ils font un peu plus de politique, ils abandonnent. À la différence des autres, Serge, lui, n'est pas rentré dans le rang. Une constance remarquable qui lui vaut désormais l'intérêt des chercheurs. Des sociologues ont étudié les JNR pendant plusieurs jours. Ils leur ont consacré un chapitre dans un livre, La France raciste. À partir du moment où on arrive à séparer ce qui relève d'un discours très articulé de type extrême droite, c'est des jeunes qu'on rencontre. Des jeunes qui sont un peu perdus et qui se cherchent. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus quand vous avez rencontré ces jeunes? Leur malaise. Le fait qu'ils ont vécu très fortement, pour cela, une expérience de banlieue, c'est-à-dire un endroit où on vit mal, où on côtoie des immigrés qui sont des gens moins que rien, alors qu'eux, ils sont des Français, donc qui devraient être quelque chose, et que c'est sur cet aspect qu'ils peuvent se recréer une identité. Ce qui est intéressant pour un sociologue, c'est de voir comment ce malaise rencontre un discours et comment il se reconnaît dans ce discours. C'est ça ce qui est très, très impressionnant. Les skins ultra-minoritaires sont confortés dans leur discours par la montée en puissance de l'extrême droite égaliste. La terminologie usitée présente des similitudes. Ils ont en commun la haine du pouvoir en place et en subissent le même ostracisme. Comme si les électeurs du Front National étaient des Untermenschen, des sous-hommes, des Français de seconde catégorie. Qui, à part nous, dans cette compétition électorale, parle de la France et des Français? Puisque certaines commissions électorales se sont indignées que nous ayons fait figurer dans le titre de notre liste le terme des Français d'abord. Officiellement, il n'existe aucun lien entre les skins et le Front National, qui risque son image de marque à fréquenter de pareils repoussoirs. Pourtant, l'hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné affirme que le Front a passé un accord financier avec les JNR pour renforcer son service d'ordre. En octobre dernier, plusieurs dirigeants du Front National ont rencontré secrètement Serge Ayoub, alias Batskin, roitelet des hooligans du Parc des Princes et des skinheads parisiens. But de la rencontre, demander à Batskin de renforcer le service d'ordre de certains meetings du Front en échange d'une subvention à la fédération intersportive que celui-ci désire créer. Durant les dernières élections régionales, de nombreux incidents ont émaillé les meetings du Front National. Dans toute la France, des opposants manifestaient contre leur tenue ou tentaient de les empêcher. Il y eut des dérapages, comme à Paris. Dans la mesure du possible, la police a empêché les affrontements directs. Le Front National avait de toute façon concocté un petit comité d'accueil. Et les JNR étaient là, comme ces images le prouvent. Voici Thierry, notre chef d'entreprise. Et puis Stéphane,
et Grand Gilles, entre autres. Les JNR, marginaux de l'extrême droite, tiennent farouchement à leur indépendance et rejettent toute accusation de collusion avec le parti de Jean-Marie Le Pen. Même si la nature de leur lien avec le Front National, évidente aux yeux de leurs adversaires, reste mal définie. Vous n'avez jamais été payé par un parti? Jamais. Vous n'avez aucun lien avec le Front National? Aucun lien avec le Front National. Les seuls liens qu'on peut avoir sont des... de toute manière, le fait d'avoir des liens ou non avec le Front National, quelle importance? Je crois qu'on nous a reproché dernièrement de faire le service d'ordre du Front National ou d'aller au meeting du Front National. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je suis? Mais c'est de la ségrégation, c'est du racisme, c'est quoi? Un ostracisme? Voilà ce que c'est. Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'aller à un meeting, même du Front National? Parce que j'ai des secours? Mais pourquoi ne pas le reconnaître? En quoi est-ce gênant de le reconnaître? Est-ce qu'il n'est pas respectable que j'aille quelque part? Est-ce qu'on accusait le Front National de ne pas être respectable parce que Batskin y allait? Moi, je trouve que je suis respectable. Mais bien sûr que je vais parfois à des meetings du Front National, et alors? Serge aime parler de son groupe comme d'une élite du mouvement skin. À terme, il ambitionne de le structurer en courant politique, en école de pensée, pour le rendre présentable. À voir leur littérature, il y a encore du travail. Mais le groupe est décidé à poursuivre son combat. C'est le combat pour conserver notre identité. Donc il n'y a pas de limite. Donc il est évident que combattra chacun de notre côté pour exister tant qu'on sera sur cette terre. Je pense que je fais partie d'une idée qui ne mourra jamais, étant donné que je fais partie de ça, je ne mourrai jamais. Et quoi qu'il arrive, je continuerai ce que je fais, c'est une certitude. À 27 ans, c'est mon âge aussi, on ne revient pas en arrière. C'est pas une erreur de jeunesse. Donc je continuerai. C'est déjà la première chose. Ensuite, j'espère bien que mes idées triompheront. Je combats pour gagner, je combats pas pour vivre. La faculté de Jussieu à Paris, une université réputée de gauche, où Serge s'est inscrit en sciences humaines et littérature. Bien sûr, il est peu concerné par les meetings contre la bête immonde. Don Quichotte de l'extrême droite, isolé parmi 38 000 étudiants, il rêve un jour d'y voir triompher ses idées. Tous les actes de tous les jours nous montrent qu'on a raison. Quand est-ce que ça s'arrêtera, ces conneries de société multiraciale, ces conneries de capitalisme ou de communisme foireux? Quand est-ce qu'on arrêtera de nous opprimer avec ces stupidités infantiles? Tout à l'heure, on parlait de société multiraciale. En Inde, un échec. En Afrique du Sud, n'en parlons pas, ça a mis l'apartheid. Aux États-Unis, une catastrophe. Au Brésil, une société multiraciste. Et en Angleterre, on a commencé à la faire. La première chose que ça nous a amené, c'est les émeutes de Brixton. Et ben, on aura les nôtres. C'est qu'un début. Los Angeles aux États-Unis continue, c'est qu'un début. Donc, quand est-ce qu'on arrêtera ces conneries? Il n'y a jamais rien de positif, on a envie de dire, et l'amour dans tout ça. D'abord, il y a des choses quand même qui sont positives. Vouloir changer les choses, c'est toujours positif. Notre révolution n'est pas négative. On veut le bien de l'humanité. On ne veut pas sa destruction. Ensuite, il y a l'amour. Et l'amour, bien sûr, c'est peut-être parce qu'on a beaucoup d'amour qu'on veut tout changer. Parce qu'on croit vraiment en ce qu'on fait. Voilà, oui, parce qu'on a trop d'amour. L'amour de notre culture, l'amour de notre histoire, l'amour de... Et c'est peut-être stupide de la France ou moins ce qu'elle en était, l'amour de montagne de choses, l'amour de l'homme, l'amour de la liberté. À lire les articles de presse, on a surtout l'impression qu'il y a l'amour de la baston. Non, malheureusement, c'est comme tous les amoureux quand ils sont aigris. On est obligé d'être violent, qui ne l'est pas. À trop aimer, on finit par être aigri, même haineux. Trop d'amour donne de la haine. Le problème, c'est que l'inverse n'est pas vrai. Trop de haine ne donne jamais d'amour. Il sera dur à Serge et à son groupe de sortir de leur impasse. Nationalisme, la dérive du rock.